À 7h15, on accueille les experts d'Europe 1. Thomas Soto. Axel de Tarlet pour parler économie, Antonin André pour la politique. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Le mois d'avril 2016 va faire date dans le monde et dans l'histoire de l'automobile, car Axel de Tarlet, pour la première fois, la voiture la plus vendue en France est une low cost, une voiture à bas coût, et c'est là. La Dacia Sandero, exactement. Alors Dacia, je vous le rappelle, c'est la filiale low cost de Renault. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas dans l'œil, cette Dacia Sandero, on vous l'a mise sur le Twitter E1 matin. Alors c'est une voiture finalement assez passe-partout qui est sur le même segment que la Peugeot 208 ou la Renault Clio, mais qui est 2 fois moins chère. Elle est vendue à partir de 8 000 €. Sans faire la pub de Dacia, c'est vrai que vous avez du neuf pour le prix de l'occasion. Bon, mais vous n'avez quand même pas les mêmes options ni la même finition. On baisse la vitre à la manivelle, non? Alors c'est vrai, on baisse la vitre à la manivelle sur la voiture de base, mais c'est un principe revendiqué chez Dacia. Ce sont des équipements qui datent, mais qui ont fait leurs preuves. On mise sur la robustesse plutôt que sur l'innovation. Alors l'avantage de la robustesse, c'est que ce sont des voitures, ensuite, c'est pour ça qu'elles plaisent, qui se revendent très bien sur le marché de l'occasion. Vous savez que Dacia est élu chaque année comme le constructeur dont les modèles affichent la plus petite perte de valeur à la revente. C'est le succès de Dacia qui est ainsi devenu... Parce que la manivelle, elle s'use moins vite que le moteur et puis c'est des trucs qui ont marché pendant des années, qui continueront de marcher. Ce qui fait que Dacia est devenu le 5e constructeur de France, juste derrière Volkswagen, avec seulement 5 modèles. Là où Volkswagen aligne une trentaine de modèles. Sauf qu'aucune de ces voitures Dacia ne sont fabriquées en France. Alors c'est vrai, elles sont fabriquées en Roumanie et même maintenant au Maroc, à Tanger, mais il ne faut pas se leurrer, il est impossible de fabriquer une voiture à 8 000 € en France. En France, on fabrique des voitures à haute valeur ajoutée, des voitures haut de gamme, et là aussi, on ne va pas se mentir, autant Renault a merveilleusement réussi sur les voitures bas de gamme, qui sont très rentables. Pourquoi elles sont très rentables? Parce qu'il n'y a pas de concurrence sur ce marché. Dacia est seul. Et deuxièmement, les gens qui achètent une voiture Dacia ne négocient jamais le rabais. Ils payent plein pot. Alors que donc autant là, Renault a très bien réussi, autant sur le marché du haut de gamme, eh bien, ce sont les Allemands qui malheureusement trustent ce segment. Les Dacia Sandero qui auront bientôt un petit autocollant sur la vitre arrière avec marqué dessus voiture la plus vendue du mois d'avril 2016. Voilà. Il n'y a pas encore tout à fait de quoi imprimer, mais c'est quand même un tournant et vous nous l'expliquez fort bien, Axel de Tarlet. La politique, c'est le débat sur la loi travail à l'Assemblée, ça va continuer. On entre dans le dur avec la menace du 49-3, le passage en force qui plane, Antonin André. Hier soir à l'Elysée, le président, le Premier ministre ont dirigé une réunion pour décider d'une stratégie. Alors ma question est simple, Antonin. 49.3 hors note 49.3. Alors il manque toujours une quarantaine de voix et donc je vais d'emblée prendre mon risque. Oui, ça se terminera par un 49.3, mais officiellement la décision n'est pas prise parce que on n'ouvre pas un débat avec les députés en leur mettant un pistolet sur la tempe. Donc négociation, c'est la ligne arrêtée hier soir. La ministre du Travail Myriam El Khomri, le rapporteur du texte Christophe Sirugue ont plaidé pour la négo, aller convaincre un par un les députés sceptiques de l'utilité de cette loi plutôt que tout de suite le 49.3. La stratégie est validée par le président de la République au moment où c'est vrai qu'on entre dans le dur de la loi parce qu'on arrive sur le fameux article 2, c'est celui qui prévoit de privilégier les accords d'entreprise qui primeraient sur les accords de branche qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. S'il y a négociation, ça veut dire que le gouvernement pourrait céder sur ce point, pourrait assouplir sa position sur cet article 2 Alors ou pas? on va être très clair, c'est non. Pas question de revenir sur ce principe. En fait, on est dans un jeu de rôle, on est dans un jeu de posture. C'est pas moi, c'est l'Élysée qui le dit. On me disait hier soir, on va jouer le jeu du débat parlementaire. Mais en fait, on est dans une guerre de communication pour savoir qui portera le chapeau du nauséabond 49.3. Le gouvernement se dit ouvert au débat, prêt à reformuler, mais sur le fond, il ne bougera pas sur le principe de la suprématie de l'accord d'entreprise, d'autant qu'avec l'accord de la CFDT, il estime, le gouvernement, qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire, qu'il n'y a plus à pinailler. Et en face, on est prêt à une guerre d'usure, à coup de milliers d'amendements, mais pas question de voter, ce que certains considéraient être une remise en cause des acquis sociaux. Donc oui, le 49.3 est dans toutes les têtes. Alors, c'est le signe d'abord que la majorité est faible, qu'elle est réduite et donc incertaine. Et politiquement, c'est très inquiétant pour le président de la République parce qu'on assiste à un débat entre la gauche et la gauche, un débat mortifère qui accentue la fracture à moins d'un an de la présidentielle, au moment précisément où François Hollande cherche à rassembler l'électorat de gauche. Antonin André qui parie donc ce matin que l'adoption du projet de loi travail se terminera par un 49.3. Ce serait intéressant de savoir ce qu'en pense Bruno Le Roux, le chef de file des députés socialistes qui sera tout à l'heure à 8h20. Il était à la réunion hier soir à l'Élysée. Il y était, il sera donc tout à l'heure à 8h20 avec Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Allez, passons à un autre mai, 9 mai à présent.
C'est avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Eh oui, bonjour. Aujourd'hui dans l'histoire, à quel 9 mai allons-nous avec votre machine à remonter le temps? Le 9 mai 1927, Thomas, ce jour-là, le journal La Presse annonce en une l'exploit de deux aviateurs, Charles Ningesser et François Colly. Ils ont décollé la veille pour une traversée de l'Atlantique dans le sens France-Amérique. Seulement, le journal a parlé trop vite. Vous savez, les deux pionniers de l'aviation ne sont jamais arrivés à New York. Ils ont disparu. Et qu'est-ce qui s'est passé, on le sait? On ne sait pas vraiment. Ningesser était un pilote chevronné, un héros de la Première Guerre mondiale. Quant à Colly, il était aussi un pilote expérimenté et avait accompli 2 traversées de la Méditerranée. Les deux hommes s'associent au constructeur Levassor, qui conçoit un avion nommé l'Oiseau Blanc. Tout est étudié pour ce vol à haut risque. On est avant Lindbergh. Personne n'a encore réussi la prouesse de traverser l'Atlantique. Bon, mais qu'est-ce qu'il a de spécial, cet avion? C'est un biplan doté d'un fuselage marin, c'est-à-dire que sa forme offre la possibilité d'amérir comme un hydravion, si vous voulez. Cette particularité permet par ailleurs de larguer le train d'atterrissage une fois en l'air pour alléger l'appareil et donc pour charger davantage de carburant. L'Oiseau Blanc décolle le 8 mai du Bourget. Il est aperçu un peu partout. On le voit dans le ciel normand, on le voit en Irlande. D'autres témoins affirment même l'avoir vu à Terre-Neuve et Long Island. Seulement, l'avion ne se posera jamais, comme c'était prévu, face à la Statue de la Liberté, où une foule s'était pourtant réunie ce 9 mai 1927. 9 décennies plus tard, on ignore encore ce qui a pu se passer au juste à propos de Ningesser et Colly. Ce qui est sûr, Franck, c'est qu'on doit beaucoup à ces pionniers, et certains y ont laissé la vie. Oui, ils ont contribué au développement de l'aviation, c'est certain. Pensez donc à Lindbergh, qui va relever le défi 2 semaines plus tard, avec succès. De nos jours, nous avons Bertrand Piccard, par exemple, avec son Solar Impulse. Voilà, l'avion à énergie solaire. Il est en train de boucler son tour du monde avec bientôt la traversée de l'Atlantique, mais enfin ça c'est une autre histoire. L'histoire qui revient tout à l'heure à 14h sur Europe 1, vous nous parlerez de quoi, Franck? Nous allons suivre la première femme à avoir fait le tour du monde, Nellie Bly, c'était en 1890. Rendez-vous donc pris avec Franck Ferrand au cœur de l'histoire à 14h. Quant aux experts, on se retrouve demain 7h15 sur Europe 1. À demain. À demain.